Encore moi, Jocelyn Bourassa, professeur d'histoire et géographie. Secondaire 2, module 1, la Renaissance. Nous allons parler de la Renaissance artistique. Dans la première partie, on va aller voir comment ça a fonctionné, ça, où ça a parti, qui a inventé ça, on s'inspire de qui. Ça a l'air complexe, mais ça va être bien expliqué, du moins je l'espère. À tantôt. Plusieurs œuvres de la Renaissance, hein, c'est vraiment une période très très riche côté artistique. La Renaissance, là, c'est incroyable. Alors, vraiment, ça nous démontre toute la richesse artistique et culturelle de cette période-là. Les œuvres anciennes inspiraient les artistes de la Renaissance. Ces derniers voulaient faire revivre l'Antiquité. Alors là, ici, c'est important. On a une petite question importante ici. Voulaient vraiment faire revivre l'époque grecque et romaine, qui, selon les gens de la Renaissance, donc les périodes grecques et romaines, se consacraient au culte et à la beauté. Ils voulaient faire revivre, ou pas revivre, dans le fond, ils recherchaient, il faudrait que je sois meilleur dans mes lignes, la perfection, la symétrie, l'harmonie, le réalisme. Alors, tout de suite, on s'entend, on va aller voir une ligne du temps, vous allez comprendre le principe des arts à la Renaissance. Alors, voyez ici, Histoire secondaire 2, la Renaissance ici. Si on vient l'an passé, nous avions terminé avec bourgeoisie commerciale, début de l'urbanisation, donc plus qu'on appelait Moyen-Âge à la ville, ici, plus Moyen-Âge à la campagne. Alors, les gens de la Renaissance, ici, veulent vraiment, eux, aller faire revivre ici, civilisation romaine, et ici, civilisation grecque. Alors, ils jugeaient que c'était les deux plus belles périodes de l'Antiquité, point de vue architecture, point de vue art. Alors, ils jugeaient que le Moyen-Âge, même à la ville et surtout à la campagne ici, ils jugeaient que c'était plus barbare, c'était moins beau. Ils voulaient vraiment sauter ici à l'Antiquité. C'est pour ça qu'on dit que période grecque et romaine inspire les gens de la Renaissance, les artistes de la Renaissance. Ils ont fait beaucoup de portraits, beaucoup de paysages, mais c'est sûr que, encore une belle question ici, c'est sûr que l'art religieux, hein, à l'examen, il faut savoir ça, l'art religieux a grandement influencé, ou a grandement été influencé plutôt, et ça s'est beaucoup épanoui. Donc les artistes, le domaine particulier, le domaine principal portait beaucoup sur la religion. La Renaissance artistique s'est d'abord développée dans les villes italiennes, comme la Renaissance en général. Alors, les arts, c'était surtout dans les villes italiennes, en particulier Florence et Venise. Où sont les villes de Florence et Venise? Alors, on a ici carte de l'Italie. Alors, Venise est dans le coin supérieur à droite, donc vers l'est. Et Florence est un petit peu plus à l'ouest, pas tout à fait sur la côte, là, on voit ici, là, mais un petit peu plus sur la côte ouest quand même, là, mais pas vraiment sur le bord de l'eau, un peu plus à l'intérieur, alors que Venise est vraiment sur le bord de l'eau ici. Mer Méditerranée étant au sud, ici nous avons la mer Adriatique, la Grèce est plus ici. Dans la deuxième partie, on va aller voir quelques œuvres marquantes, des œuvres que vous connaissez, que vous avez déjà entendu parler. On s'en va voir ça. Nous avons quelques œuvres artistiques célèbres de la Renaissance encore aujourd'hui. Hein. On connaît la Joconde de Léonard de Vinci. C'est pas une grande pièce pourtant, hein. C'est 77 cm de haut par 53 de large, exposé au musée du Louvre à Paris. C'est fait par Léonard de Vinci, c'est une peinture. Alors ça, c'est l'œuvre qui est la plus surévaluée. Ben non, c'est pas vrai, elle n'est pas surévaluée, mais c'est l'œuvre qui est la plus chère dans le monde. Hein. C'est sûr que jamais ça va être vendu. Hein. Le musée du Louvre ne tolérera jamais ça. Mais on disait que ça pouvait aller jusqu'à 2 milliards de dollars si jamais c'était vendu. Le si jamais est important ici. Alors, c'est l'œuvre qui a été la plus étudiée par les historiens de la Renaissance. Nous avons aussi la Pietà de Michel-Ange ici, donc statue de marbre, donc c'est une sculpture qui est exposée à la basilique Saint-Pierre du Vatican à Rome. Donc elle représente la Vierge Marie douloureuse tenant sur ses genoux
le corps du Christ descendu de la croix. Dans le fond, dans nos mots à nous, là, parce que c'est bien beau le petit texte, là, mais c'est comme si Marie, dans ce que Michel-Ange voulait représenter, c'est comme si Marie avait eu la chance une dernière fois de prendre Jésus dans ses bras. Et on voit là ici vraiment le muscle du triceps, du biceps, l'avant-bras, les doigts. T'sais, on voit vraiment, là ici, on voit même la malléole, là, la bosse sur la cheville, le genou ici, les traits de Marie, là, vraiment son visage. C'est vraiment, vraiment, quand on parle là, qu'il recherchait la perfection, le réalisme, les artistes de la Renaissance, ici, cette sculpture-là nous prouve très, très bien là, ce que les artistes voulaient représenter. Alors, c'est vraiment toute une œuvre faite par Michel-Ange qui s'appelle La Pietà. Nous avons aussi la Vénus, hein, la naissance de Vénus de Sandro Botticelli. Alors, lui, il a peint ce qu'il considérait comme être la plus belle femme de cette époque-là, qui s'appelait Simonetta Vespucci, qui était mariée avec Marco Vespucci, bien sûr. Mais c'était aussi, selon ce qui a été dit, la maîtresse de Julien Médicis, de la célèbre famille des Médicis, qui étaient de grands mécènes. On va voir un petit peu plus loin là, les mécènes, ce que ça veut dire. Donc, c'était des très, très grands... une grande famille qui aimait beaucoup l'art, finalement. Alors, c'est même lui, Julien, qui a financé Sandro Botticelli pour faire la Vénus. Dans la troisième partie, on va voir une innovation. Dans le fond, c'est pas c'est une innovation, le point de fuite qui aide à la perspective pour l'artiste. Vous allez comprendre. Quand on dit qu'on recherchait la perfection, le réalisme, on est allé avec ce qu'on appelle le point de fuite. Alors, question importante, ça, pour l'examen. C'est quoi? C'est un point imaginaire, dans le fond, qui va aider le dessinateur à construire son œuvre en perspective. Alors, c'est vraiment, là, on y va. Souvent, le point de fuite est au centre comme ça, ce qui fait qu'on part d'un coin. Là, mes lignes sont croches, là, mais c'est supposé être des lignes droites. Mais vraiment qu'on vient chercher le point de fuite au centre, ce qui donne l'impression, vous voyez, c'est comme si on pouvait rentrer dans les deux rues de chaque côté du bâtiment ici, alors que ces deux façades-là, si on veut, là, ces deux séquences de bâtiments-là, ont l'air avancées, alors qu'ici, ça a l'air reculé. Et pourtant, c'est tout sur le même plan, là. C'est à cause du point de fuite ici. Donc, c'est vraiment une innovation majeure de la Renaissance côté artistique. On a ici une autre œuvre de Michel-Ange qu'on appelle La création d'Adam. Alors, c'est une peinture ici qui est une partie, c'est vraiment une fresque là, en plusieurs actes qui couvre ou qui recouvre plutôt la partie centrale de la voûte de la chapelle Sixtine. C'est pas une faute ici, là, c'est pas 16, c'est pas le chiffre 16 en anglais, c'est vraiment Sixtine qui est au Vatican à Rome. Donc, une autre œuvre très, très, très importante de Michel-Ange. Importante plutôt. Pas importante, importante. Dans la dernière partie, nous allons parler du mécénat des commanditaires. Vous allez voir, là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait aujourd'hui, mais ça a un nom différent. On se revoit pour la fin. Alors, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Ce qu'on appelle le mécénat, alors ce qu'on appelle des mécènes, c'est des gens, bon, on s'entend, là, c'est des gens riches, là, c'est des nobles là, qui voulaient supporter les artistes à la Renaissance. Donc, on va les payer. On va même parfois les loger, les nourrir, fournir le matériel s'ils ont besoin de peinture, de pinceaux, d'échafauds. S'ils ont besoin aussi de ciseaux dans le but de faire des sculptures. Alors, les nobles vont vraiment supporter les artistes pour la création, la confection d'œuvres. Aujourd'hui, si ça existait encore, ben oui, des fois, on utilise le mot des mécènes. Donc, c'est des gens riches qui vont supporter un artiste ou un athlète. Mais on emploierait plus aujourd'hui le mot commanditaire. On dirait que ce sont des commanditaires qui, souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont placer leur argent pour aider soit une équipe, un athlète. Ça peut aussi être en musique, ça peut aussi être en art. C'est sûr qu'à la Renaissance, c'était vraiment les artistes de l'art. Peinture, sculpture. Alors, c'est ce que je dis ici. En échange d'un salaire, s'engageaient à accomplir des projets artistiques qui étaient souvent pour
ces personnes nobles-là. Et je l'ai dit tantôt, hein, la famille la plus célèbre, donc les mécènes les plus célèbres, c'était la famille Médicis, qui vivait à Florence, hein, on l'a dit, en Italie. Cette famille-là supportait énormément les artistes, mais aussi les scientifiques et les humanistes. Alors, le plus célèbre a été Laurent Médicis, comme j'ai dit tantôt, qui a supporté Sandro Botticelli dans sa création, sa peinture de la naissance de Vénus. Eh ben oui, c'est terminé. Alors, c'était la capsule sur les arts à la Renaissance. Je vous invite pour une prochaine capsule. À la prochaine. Bye bye.